Voilà, vous avez raison de suivre Télé Plus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, une émission spéciale aujourd'hui. Place à l'invité où nous allons en parler de plusieurs actualités, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale. J'ai reçu pour vous Monsieur Laurent, qui est cadre de l'ASBL, Bissolité nationale, mais aussi analyste politique. Avec lui, nous allons parler de plusieurs dossiers concernant la classe politique congolaise. On a vu tout ce qui s'est passé à la une de cette semaine, notamment l'arrivée du Jean-Michel Lacroix, qui est le secrétaire général adjoint aux opérations de paix. Alors, c'est des Nations Unies. Alors, il est déjà à Kinshasa depuis le 3 juin. Il a rencontré les autorités congolaises. Il était dans la partie orientale du pays. Il a échangé avec les deux chambres haute et basse ici en République démocratique du Congo, mais aussi il était en conférence de presse avec la presse internationale et puis nationale au siège plutôt de la MONUSCO. Il a échangé plusieurs questions au menu de cette visite en République démocratique du Congo, malgré la situation sécuritaire persiste toujours et l'insécurité persiste toujours dans cette partie. Alors nous allons parler aussi de ce qui s'est passé au début de la semaine concernant les transports en commun. Kinshasa était victime de ces fléaux, manque de transport dès le lundi matin jusqu'au soir. Grève des chauffeurs, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique, surtout en pleine ville congolaise qui est Kinshasa? Bientôt là, le jeu de la francophonie, Kinshasa sera la ville mondiale. Alors, nous allons parler avec mon invité aujourd'hui. C'est une émission spéciale. Merci surtout à la diaspora avant de donner la parole à mon invité, la diaspora congolaise aux États-Unis, en Belgique. Vous êtes en Angola, au Zambie, en Namibie, mais aussi en Afrique du Sud. Vous donnez vos impressions, vos avis, vos doléances concernant les prestations et les émissions. Merci surtout à la grande équipe technique ici à Télé Plus, qui vous êtes toujours au four et moulant pour donner des bonnes choses aux nos très chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Laurent, cadre de l'ASBL, Bissolité nationale, mais aussi analyste politique congolais, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Yves. Je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Et nous espérons ensemble analyser quelques questions liées à l'actualité de notre pays et aussi de notre ville de Kinshasa. Merci. Très bien. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure de la ville-province de Kinshasa. On a vécu un événement malheureux et surtout en pleine capitale congolaise qui est Kinshasa. Là où vous êtes résidé quand même, pas de transport en commun le lundi, difficulté des transports, grève des chauffeurs. Est-ce que vous étiez d'abord victime de ces fléaux? Oui, nous étions tous victimes. Nous étions tous victimes. Comme vous le savez, c'était pas facile pour le Quinois, pour le Quinois en particulier. Et cette question doit être vite traitée au niveau des autorités et aussi répondre le question et l'ensemble des allégations de ceux qui grèvent, notamment le chauffeur. Voilà. Et si je peux directement déjà analyser cette question de grève de chauffeurs. Alors, nous le savons, la ville de Kinshasa était amplement perturbée. Oui. Il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de transport, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de gens. La population était vraiment remarquable dans des arrêts de bus. Et ce jour-là, il n'y a eu que de transport de Transco. Je crois. Alors, qui est une entreprise étatique de l'État. Et déjà, cette grève nous a permis de comprendre ou de voir que Transco n'a pas assez de bus pour toute la ville de Kinshasa. Exact. Je me limite à Kinshasa pour ne pas parler de l'étendue ou tout le pays. Alors, on le sait, la grève était déclenchée pour dénoncer les tracasseries. Ça, c'est selon les chauffeurs, la synergie de chauffeurs. Ils disent qu'ils sont victimes des tracasseries. Est-ce que c'est vrai ou quand même ils ont raison? Oui, je peux l'affirmer ici. Je peux l'affirmer ici parce que nous ne sommes pas de politiciens qui restent dans des bureaux climatisés. On descend sur place, on vit la réalité du peuple congolais.
Et ces gens-là, les chauffeurs, ont une part de vérité dans ce qu'ils posent comme préalable. Ils sont victimes de tracasseries de la part des agents de l'État, notamment le PCR et autres agents qui sont souvent en tenue civile. Alors, cette question devait être débattue au niveau des autorités de la ville, le ministre provincial de transport, et pour trouver des solutions par rapport à cela. Qui est habilité à contrôler? C'est ça même parmi des questions, parce qu'on se pose trop de questions dans plusieurs carrefours ou bien arrêts en ville province de Kinshasa. Vous verrez qu'il y a des agents en tenue civile qui vous arrêtent, ils vous demandent des documents, ils ne se présentent même pas, en fait. Oh, je suis agent de l'ordre, je suis miraudé, soi-disant miraudé, ils vous arrêtent votre véhicule et ça pose trop de problèmes. Justement, c'est ça, parmi les exigences et autres revendications, je pense que cette synergie de chauffeurs ont exigé aussi les départs d'autres unités là, de la police, entre autres le Oudjana et ainsi de suite. Toutes ces personnes-là en tenue de police ou encore en tenue civile qui viennent pour arrêter sans raison, sans motif. Et parfois, ils viennent là, ils créent des infractions. Ils vous menacent aussi. Oui, ils vous menacent. Ils créent des infractions qui n'existent même pas. Et ils demandent de l'argent. Après, ils vous disent qu'il faut donner 100 000, 200 000 et ainsi de suite. Et ce qui fait que un chauffeur privé qui, à la fin de la journée, doit rendre compte, doit déposer quelque chose c'est son chef, se retrouve avec un petit rien et il ne sait comment justifier. Donc, je disais déjà, et c'est cette synergie, c'est-à-dire l'ensemble des associations de chauffeurs et autres, et ACO et Achako, et ils ont exigé, parce que vous êtes informé que la grève est élevée. Alors la grève est élevée suite à une réunion tenue le lundi même, le lundi soir par le VPM, le ministre de l'Intérieur, et le gouvernement provincial, du transport et tout comme ça. Justement. Alors nous allons parler d'abord de cette situation en pleine capitale. Bientôt là, Kinshasa sera la capitale mondiale pour les jeux de la francophonie au mois de juillet. Alors, ces fléaux d'augmenter les transports posent problème aussi. On a vu le lundi, vous avez constaté avec moi que à partir de lundi matin, les gens qui quittent vers Tchangou pour venir au centre-ville, je crois que le transport normal, c'est entre 1000 francs et 500 francs dans les transports ou bien dans le bus public. Alors, les jours-là, on a vécu une histoire, je peux dire, l'augmentation des prix exagérée quand même avec nos frères de motocyclistes et tout, qu'on sort 2500 à 3000 francs. Et la population accuse même les chauffeurs ou bien tous ces gens-là qui augmentent les transports et la population reste victime. Vous savez, monsieur Yves, il y a du désordre. Justement, je profite à l'occasion de cette émission, de ton plateau, pour j'en appelle à la conscience de tous nos responsables, nos autorités, de voir en réalité le problème de la population congolaise et d'y trouver des solutions. Nous avons un ministre de transport provincial qui doit régir, qui doit voir ces problèmes de tarifs dans le transport. Vous avez dit que ces jours-là, le lundi, on était victime. Il n'y avait pas d'abord de moyens de transport, il n'y avait pas de transport pour se déplacer, parce que toutes les activités, c'est en ville, de ces côtés, et il y a eu un sérieux problème. Cette grève nous a permis de voir que nous n'avons pas d'autres moyens de transport. Et ce secteur de transport est dominé par le privé. Ce sont le privé qui domine dans ce secteur de transport. Et l'État congolais doit se battre pour nous fournir beaucoup de bus, beaucoup de sociétés de transport pour répondre à ces problèmes. Parce que quand on a nos propres moyens de déplacement, nous avons nos propres bus de transport, et je pense, vous voyez, les Transco n'exagèrent pas le prix, peu importe la distance. Ça reste toujours 500, 1000 francs et ainsi de suite. Et nous avons maintenant aussi Transacadéma qui est bien régi. Et parfois, le privé abuse. Ils voient quand il y a plus de demandes, c'est en ces moments qu'ils augmentent le prix de transport. Alors moi, je pense que la première des choses à faire, c'est que le ministre provincial de transport, les autorités
de la ville doivent régulariser ces problèmes de tarifs. Ok. J'avais vu, ils avaient publié, ils avaient rendu public un tarif de prix. Qui a posé même trop de problèmes. Justement, mais pendant quelques mois. Pourquoi ces tarifs ne pas respectés? Pourquoi ces chauffeurs, ces privés et autres motocyclistes et autres ne respectent pas cela? Et c'est là où il y a un problème. L'autorité provinciale doit suivre, doit faire de suivi. Quand ils communiquent, quand ils prennent une décision, ils doivent veiller à ce que cette décision soit respectée. Alors, nous allons parler aussi, toujours dans le moyen de transport. Est-ce que Kinshasa, parfois en Europe ou bien en Amérique, ou bien dans quelques pays en Afrique, ici, on voit quand même, dans leurs capitales respectives, il y a aussi d'autres moyens de transport. Pas que de voitures, pas que de bus, il y a aussi des chemins de fer, il y a aussi des bateaux pour traverser. Ici à Kinshasa, Kinshasa est parmi de petites villes, je peux dire ainsi, parmi les petites villes en République démocratique du Congo. Alors, nous avons qu'un seul moyen de transport, qui est le bus, et nos 207, tout comme ça, pas de chemin de fer, pas même des bateaux. Est-ce que cette capitale, ou bien Kinshasa, nous allons toujours demeurer dans cette situation de transport bis et tout comme ça? Est-ce qu'il y a possibilité aussi de créer, de faire des réhabilitations de chemins de fer? C'est possible, c'est possible. C'est possible avec des terrains vendus. C'est possible. J'avais dit l'autre fois que d'emblée, je soutiens les actions du chef de l'État avec son gouvernement qui est chapeauté par M. Samalou Kondé. Et je pense aussi que ce gouvernement a cette bonne volonté manifeste d'ailleurs de répondre à ces genres de besoins et ces genres de soucis. Vous avez raison, ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, nous n'avons que de taxis, nous n'avons que de motos et autres. Et j'ai oublié même des motos. Oui, nous n'avons que ça pour se déplacer. Mais avec cette volonté du chef de l'État, de notre président, M. Félix Tshisekedi, je pense qu'avec les différents projets qu'il y a déjà sur sa table, nous aurons d'autres moyens de transport. Mais allons-y doucement. C'est possible aussi. Allons-y doucement. Ils ont commencé avec de routes qu'il faut réhabiliter et ils sont en train de créer d'autres routes pour vous permettre à ce qu'il y ait des déplacements un peu plus faciles pour répondre à ces problèmes d'embouteillage. Et je pense que avec le temps qui se présente devant là, nous aurons d'autres moyens de déplacement et aussi répondre au standing international. Et surtout, Kinshasa sera la capitale mondiale, bientôt là pour le jeu de la francophonie. Justement. Et on va visiter même Kinshasa. Je crois bien qu'il y a des expatriés, des visiteurs qui seront ici pour visiter la ville de Kinshasa. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la route. Oui. Je crois que Samalou Kondé avait lancé une opération zéro trou. Est-ce qu'il y a une évolution? Parce qu'il n'y a pas de route jusqu'à aujourd'hui, il y a des trous toujours, je ne sais pas moi, zéro trou. Oui, il y a eu un projet zéro trou et tant d'autres projets que vous connaissez, mais je pense qu'à ce niveau, le projet est en train d'être évalué, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et ensuite, je pense qu'ils veilleront à ce que ces projets aboutissent. Et vous savez, nous sommes dans un pays où c'est tout à fait difficile que tout le monde obtempère ou obéisse ou suive quand même de lignes établies par rapport à la réalisation d'un projet bien défini. Et c'est là, progresse petit à petit et je pense que d'ici quelques années, on aura cette maturité-là de commencer un projet, travailler sur ces projets et puis aboutir et puis conclure le projet directement. Alors avant de changer la thématique, parce que nous avons deux thématiques au courant de cette émission. Alors, M. Laurent, vous êtes cadre de l'ASBEBISOIT, mais aussi analyste politique. Nous analysons sur la ville province de Kinshasa avant de changer la thématique. Il y a aussi un sérieux problème au niveau du document. Je rentre pour les chauffeurs et tout comme ça. Ici, d'abord, il n'y a pas de permis de conduire, ça fait un long time, comme on dit en anglais. Il n'y a plus de le document qu'on dit toujours permis de conduire, document pour évacuer librement dans le taxi commun ou bien des bus en commun. Alors, les chauffeurs ils disent que non, il faut donner
une dérogation peut-être de chercher l'argent tout consommer. Quand même, à Kinshasa, les chauffeurs circulent chaque jour, mais ces problèmes posent toujours. Je crois bien, je rentre encore à la gouvernance du monsieur, le gouverneur l'ancien qui était monsieur Kimbuta. Et il a toujours cette doléance, on va trouver de l'argent, on va acheter des documents, mais jusqu'à présent, d'autres chauffeurs qui roulent en plein centre-ville sans documents. Est-ce que dans un état sérieux, dans une ville sérieuse comme la nôtre, est-ce qu'on peut rouler sans documents? Justement, monsieur Yves, si c'est comme si l'État n'existait pas ici en République démocratique du Congo, parce que tout le monde devient président de la République, ministre et tout comme ça. Justement, mais si nous essayons de revenir à la genèse même de cette histoire, de ces problèmes, je pense que la question qu'on doit se poser d'abord au préalable, est-ce que ces chauffeurs-là, privés, taximens et autres, est-ce qu'ils ont des documents qui le permettent de conduire dans la ville de Kinshasa? Voilà. Ces documents que nous appelons permis de conduire. Parce que si chaque chauffeur a ces documents-là, parce que qui a un document, qui a un permis de conduire, explique directement que cette personne-là a suivi une formation, peut-être sur le code de la route, où il faut stationner, où il ne faut pas stationner. C'est comme ça. Hein, justement, est-ce que ces gens-là qui roulent tout le jour à Kinshasa et ailleurs ont ces documents-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nos taxis là, les voitures qui nous prennent en transport chaque jour, ils ont des documents, ils payent les impôts, c'est la question qu'il faut se poser. Et là, la balle est remise dans le cas de nos autorités de la ville. Et puis, il n'y a plus de permis ces derniers, on ne comprend plus rien. Justement, il n'y a plus de permis. Et vous voyez aussi que c'est à la base même des embouteillages. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas qu'ici, il faut stationner, ici, il ne faut pas stationner, ici, il faut rouler telle vitesse, et cette personne-là va créer des embouteillages. Il va stationner n'importe où, et il va, comme ils disent, bomber, ils vont bomber le client par-ci, par-là, et aussi, ça va créer maintenant de problèmes. Alors, l'autorité de la ville, je pense qu'ils vont nous suivre, ils vont suivre cette émission, parce que la chaîne est suivie, j'en suis persuadé. Ils doivent prendre au sérieux ces problèmes de transport. Ils doivent travailler là-dessus. Ils doivent voir qui est habilité, qui est permis de conduire, qui est celui qu'on doit appeler chauffeur privé, qui est celui qu'on doit appeler chauffeur de taxi, et un peu comme ils le font avec le genre de Transco, ceux qui roulent avec le Transco, bien contrôlé, bien payé aussi. Et voilà, bien payé. Les chauffeurs, vous avez soulevé, c'est un point sensible. Ils sont bien payés. Je vais poser cette question aux chauffeurs de transport. Je pense que le chef de l'État a ressuscité cette entreprise d'ici. Vous avez vu avec l'arrivée de plusieurs bus. Il n'y a plus de grève aussi. Il n'y a plus de grève là-bas parce que j'étais dit que, je vous disais tout à l'heure que le chef de l'État montre cette volonté de bien faire, et nous, au niveau aux différentes institutions et autres, on doit l'accompagner dans sa vision. On ne doit pas être là pour détourner, pour voler. Non, on doit l'accompagner. L'argent est sorti pour faire X ou Y. Faisons-les. Accompagnons le chef de l'État. Il ne faut pas dérouter. Justement, parce que le chef peut se dire que ok, j'ai trouvé une solution à ces problèmes, mais il faut que l'argent arrive chez Monsieur Laurent. Monsieur Laurent dit que bon, je dois me payer une parcelle, je dois m'acheter une voiture, je dois. Et ce qui fait que le petit peuple qui est à la cité ne bénéficie pas. Alors, je pense qu'ils vont nous suivre, ils auront cette conscience en eux pour accompagner le chef de l'État. Avant de changer la thématique, j'aimerais aussi ajouter ce que vous avez dit concernant les chauffeurs. Il faut aussi bien sapé ou bien parfumé, parce qu'on a remarqué qu'avec nos chauffeurs aujourd'hui, il y a un problème vestimentaire. Vous voyez que nos chauffeurs un peu trop sales, avec nos receveurs, tout qu'on sort, ce n'est pas bien aussi, ce n'est pas beau à voir. Et surtout,
J'insiste parce que bientôt, là, Kinshasa, il y aura plusieurs visiteurs, et surtout la jeu de la francophonie. Les visiteurs seront beaucoup plus dans nos cités, pas dans des centres-villes, dans nos cités. Il faut bien habiller aussi des chauffeurs, hein, nos receveurs. Pas trop de cinglés, vous êtes là, vous transpirez tout. Là, je pense que c'est un message adressé à la CO, à l'association de chauffeurs. Même vous réclamez aussi des tracasseries, il faut aussi éduquer vos receveurs. Les insultes, ce n'est pas bien. Justement, c'est un message adressé à la CO qui doivent aussi régulariser ces côtés-là. Qui dit qu'un chauffeur doit être mal habillé, qui dit qu'un receveur doit s'élever là le matin. C'est pas une religion aussi, hein, quand on dit receveur, c'est non, mais c'est un mot français quand même. Oui, c'est quand ça. Vous êtes receveur que non, non, justement, c'est ça le problème. Le problème réside au côté de compréhension. Est-ce que les gens ont cette maturité de comprendre que quand on vous appelle chauffeur, receveur, ce n'est pas qu'on vous insulte. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous lançons un message en même temps aux responsables de la CO et aussi aux responsables de chargeurs là qui s'y trouvent aux arrêts de bus et autres. Donc, prenez le soin, n'allez juste pas demander l'argent aux autorités, mais prenez le soin de communiquer en permanence avec tous les chauffeurs et aussi de régulariser ce secteur-là de chauffeurs. Alors, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Nous sommes avec vous ici, très chers téléspectateurs. Nous avançons petit à petit dans cette émission et nous allons lentement et sûrement pour de grandes thématiques. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis le 3 juin, le secrétaire adjoint aux opérations des paix des Nations Unies est à Kinshasa, est arrivé à Kinshasa. Il séjourne déjà à Kinshasa. Il a fait des tours du côté oriental, partie est du pays. Il a visité Ituri, il a visité les victimes des Kaléyé, il a visité aussi Nord Kivu, dans plusieurs points, là où il y a des conflits en République démocratique du Congo. Alors, il est à Kinshasa, il a rencontré le président de la République, il a parlé aussi concernant la situation sécuritaire, concernant les élections, concernant la protection de la MONUSCO qui est ici pour protéger les civils, mais aussi il a échangé avec le président de l'Assemblée du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi il a échangé avec la presse internationale. J'ai fait partie de cette délégation quand même. J'ai posé des questions concernant cette conférence de presse. Alors, l'arrivée de M. Jean-Michel Lacroix, ce n'est pas la première fois. Il est passé plusieurs fois ici concernant la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est le moment de garder toujours la position ou bien de confier la responsabilité de donner confiance à l'ONU pour sécuriser, appuyer l'armée congolaise, le gouvernement congolais à protéger la population, les civils dans la partie orientale, où c'est l'heure maintenant de s'en prendre en charge entre Congolais, de renforcer l'armée et puis sécuriser la population nous-mêmes. Vous savez, monsieur Yves, que cette question sur la sécurité de notre pays, plus particulièrement la partie est de la RDC, c'est un héritage. C'est un héritage. Le pouvoir en place a hérité de cette situation. Et on aimerait ici préciser que on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Oui. On est sur la bonne voie. Est-ce que nous sommes attaqués par le mouvement 23, par le Rwanda? Je l'avais dit tantôt que hier, c'était difficile de citer nommément l'agresseur. Citer l'agresseur, ce n'est pas... L'agresseur, non, mais... Je vous laisse la parole. Hier, c'était difficile de citer nommément l'agresseur, dénoncer aux yeux de tous, et aujourd'hui, c'est possible. Hier, on ne parlait pas de retrait, de M23 et autres groupes armés, mais aujourd'hui, c'est possible, même si ça prend du temps à être réalisé. Alors, cette question sécuritaire de la partie est de notre pays, vous avez dit que nous avons avec nous ici, il n'est pas encore reparti, le secrétaire général adjoint des opérations de paix des Nations Unies, qui est avec nous ici en RDC. Il était arrivé, je pense, le samedi 3 juin.
il est arrivé par Bounia, si je m'abuse, il est arrivé par Bounia. Et puis, il a eu plusieurs rencontres comme ça avec les officiels et aussi il a visité le déplacé. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui en tant qu'analyste, c'est que tout ça là, c'est pour quelle finalité? Vous l'avez dit que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Et comme lui, il y a eu plusieurs autorités, plusieurs membres de la communauté internationale qui sont venus ici avec des discours de paix et d'autres discours que nous connaissons. Mais pourquoi ces problèmes, ces soucis sécuritaires persistent toujours? Alors moi je pense que j'ai fait confiance au chef de l'État, comme je ne cesse de le dire. Je pense que le moment est venu de nous prendre en charge. Que l'État congolais équipe l'armée nationale. Et il ne faut pas toujours compter sur les autres. On a passé plusieurs années ici avec l'ONU et autres organisations, Casque Bleu, ainsi de suite. On a passé plusieurs années avec eux et on n'a pas trouvé de solution. Je pense que le moment est venu de se prendre en charge, comme disait le fait Étienne Tshisekedi Mulumba. Prenons-nous en charge. Équipons l'armée nationale. Et c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Et le gouvernement du pays, je pense qu'il travaille sur ça. D'ici peu, vous allez voir que nous aurons la plus grande armée de l'Afrique. Alors, concernant le CG de l'ONU qui est avec nous ici, vous savez qu'avant de venir ici, il est passé par l'Angola. Il est passé par l'Angola et là, il a discuté avec le président angolais sur le déploiement de cette force armée. Non, cette force armée de l'Angola qui doit aussi se déployer à l'est de la République démocratique du Congo. Mais après, on aura combien d'armées? On aura combien de gens? Troupes, mais au finish, il n'y a pas de solution. Au finish, il y a toujours de morts, il y a toujours d'agressions, il y a toujours. Alors, j'essaie de lire quelque part, ils ont dit qu'il est venu ici pour discuter avec nos autorités, voir comment cette force angolaise sera déployée à l'est de la République démocratique du Congo. En attendant le communiqué officiel, vous venez tout à l'heure d'être en conférence de presse avec lui, on attend le communiqué officiel qui va nous dire en réalité ce qu'il nous a apporté comme solution. Parce que le peuple congolais n'a plus besoin de discours. Le peuple congolais a besoin de vivre, de palper du doigt cette paix tant entendue. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire sur la venue de M. Jean-Pierre Lacroix. Alors, la mission onusienne, c'est de protéger la population de parties où il y a des conflits. Alors, je rentre d'abord en arrière. L'année passée, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO dans plusieurs coins, et notamment dans des cités de Niania, Ituri, Consort, contre la MONUSCO. Mais leur mission, c'est de protéger la population. Vous ne voyez pas qu'il y a de couacs entre la population et le casque bleu de la MONUSCO, parce que c'est comme si elles veulent protéger la population, mais la population, dans la partie est, tourne les dos contre les Nations Unies, donc c'est là que la MONUSCO doit partir. Justement, le peuple congolais est fatigué. Le peuple congolais est fatigué des discours. Le peuple congolais veut vivre la paix. Le peuple congolais veut palper du doigt cette paix. Alors, la MONUSCO et autres organisations là, qui vivent là-bas à l'est du pays, il n'y a pas que la MONUSCO, il y a aussi la force régionale. Et assez tout comme ça. Fin mandat, c'est le 8 septembre. J'ai entendu qu'ils veulent encore renouveler, ils veulent encore proroger encore ces mandats. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'autres analyses à faire sur ça. Le peuple congolais était patient. Le peuple congolais a cru à cette armée onusienne et autres. Mais c'est le moment maintenant de vivre le résultat. Soit ils sont capables de nous aider, d'accompagner l'armée congolaise. Oui, de soutenir, d'accompagner l'armée nationale, l'armée congolaise. Soit s'ils sont incapables de le faire, ils doivent
laisser la place à d'autres forces. Parce que, qu'on se le dise, plusieurs années comme ça passées, avec parfois même on soupçonne, on se dit qu'ils sont alliés, ils sont là pour faciliter les ennemis à entrer et à piller. Et parfois on se dit aussi que et même ils sont là pas pour nous sécuriser, ils ne sont pas là pour aider l'armée nationale, mais ils sont peut-être là pour voler, pour prendre et voler nos minéraux, nos richesses et autres, ramener chez eux. Alors, le président de la République est décidé sur cette question de la partie est de notre pays et avec les efforts qu'il mène jour et nuit et avec ce qu'il fait comme diplomatie, négociation et autres, je pense que le moment est venu de vivre et de palper du doigt cette paix. Alors, ceux qui veulent accompagner doivent être clairs à ces sujets. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons. Je crois même la mission du secrétaire adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Michel Lacroix, c'est beaucoup plus aussi s'attendre avec le gouvernement congolais concernant leur départ, hein, parce que je crois bien c'est le 31 décembre que ces mandats prendront fin, mais est-ce que c'est le moment opportun qu'on peut libérer la MONUSCO et surtout nous sommes en pleine année électorale? Je pense que c'est le moment de cette question c'est une question pertinente. On se pose trop de questions. Est-ce que quelle date la MONUSCO doit partir? Est-ce que vous savez que cette situation à l'est de la RDC a conduit à plusieurs, de milliers même de déplacés, nos frères et sœurs qui manquent où mettre la tête, où se reposer, où dormir. Et lui-même, j'ai suivi une fois le CGA Jean-Pierre Lacroix qui dit que ces tensions mettent en danger la région, Alors, ces conflits sont non, bien sûr, mais en danger la région. Alors, moi, je pense que le moment est venu de se prendre en charge. Les moments ne pas là négocier par-ci, par-là. Non, non. Le moment est plutôt venu pour se prendre en charge. L'État congolais doit se prendre en charge en recrutant le jeune qui veulent servir la nation. Le jeune qui veulent entrer à l'armée nationale. Recrutement général. Recrutement général. L'État doit équiper, doit acheter et chercher les armes nécessaires et capables de combattre toutes sortes de personnes qui peuvent venir avec des intentions de nuire notre pays. C'est le moment de se prendre en charge. Mais et vous soutenez derrière, vous êtes beaucoup plus derrière la vision du chef de l'État. Est-ce que pendant ces 4 ans, est-ce que l'armée est bien équipée? Parce que vous êtes toujours derrière la vision du chef de l'État. Est-ce que l'armée est bien équipée pendant le premier mandat? Je pense plutôt que pendant la règne de Félix Tshisekedi, notre président, le chef de l'État, nous voyons clair à ce qui concerne l'armée. Hier, nous étions infiltrés. On ne savait même pas qui est qui. Des officiers qui travaillaient pas pour la nation, mais qui travaillaient pour un autre pays. Le Rwanda, par exemple. Pourquoi là, s'indexe toujours le Rwanda, tandis qu'il y a des Codeco, des ADF, des Ougandais, tout consorts qui massacrent? Mais si on essayait à mener des enquêtes, des études approfondies, on verra que tout ce groupe-là, les groupes armés là, ils sont soutenus parfois par nos pays, nos amis voisins, et alors ces pays voisins qui sont à leur tour soutenus par le multinational, la communauté internationale parfois qui vient le jour pour vous parler, qui vient de vous faire des discours, et la nuit ils opèrent là pour déstabiliser le pays. Alors je pense que le gouvernement, le chef de l'État s'est inscrit dans la logique où il faut d'abord structurer l'armée. Il faudrait voir qui sont ici, qui sont à l'armée pour une mission de déstabiliser le pays. Et une fois que ces gens-là sont écartés, et vous avez vu l'autre fois avec le VPM Jean-Pierre Bemba qui est allé voir qu'est-ce qu'ils doivent acheter, qu'est-ce qu'ils doivent apporter, et aussi il y a aussi la coopération militaire qui
qui est manifeste, qui est visible avec d'autres pays comme la Chine et autres. Donc, le président de la République est dans cette logique-là de structurer d'abord l'armée, hein, au niveau des officiers, et recruter le jeune qui veulent servir la nation, et ensuite nous verrons que l'armée sera très bien occupée. Est-ce que ça demande un peu de temps ou bien c'est le moment, parce que bientôt là nous allons aux urnes pour les élections, hein, et l'opposition est déjà tout fait tout flamme pour les élections en décembre prochain. Alors vous dites que le chef d'État cherche à améliorer les conditions de vie quand même aussi pour les soldats et tout consort bien équipés, mais en même temps, dans quelques mois, nous aurons aux élections. Est-ce que peut-être ça va compliquer un peu, et surtout les élections, l'opposition est déjà au four et moulin? Il y a un principe de continuité, rassurez-vous, si jamais, si vous dites qu'il y a possible de continuité, est-ce que c'est qu'il n'y a pas espoir pour le deuxième? Non, il y a espoir, mais seulement on doit le savoir qu'il y a un principe de continuité dans les affaires de l'État. Est-ce que le président fait la continuité? Justement, vous n'allez pas me dire ici qu'il a tout ce qu'il a hérité de son prédécesseur, il a mis ça de côté. Non, il a travaillé même avec des gens qu'il a trouvés, les gens qui étaient autre jour appelés kabylistes, qui sont maintenant de l'union sacrée, du bon côté de l'histoire. Donc voilà, c'est ça le principe même de continuité. Et je sais que le chef de l'État aura un deuxième mandat, mais si jamais ça n'arrivait, ceux qui viendront après, ils trouveront déjà sur leur table l'armée bien structurée, bien équipée. Même pas à 100%, mais à quelques pourcentages qui peut faciliter quand même les opérations militaires. Alors, la RDC tourne le dos contre l'EAC, fatigué pour toutes ces troupes soudanaises, burundaises, ougandaises, des troupes kenyanes. Alors, la RDC trouve une piste de solution pour la SADC. Est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable? C'est dans la quête de solutions, sur cette partie est de la RDC que nos autorités voient par-ci et là. Mais moi, je pense qu'en tant qu'analyste, je pense qu'il ne faut pas retomber dans de mêmes erreurs. Avec le YAC, on a eu l'espoir que cette mission était offensive, mais après, on se rend compte qu'ils sont là pour... c'est-à-dire qu'ils sont là au milieu entre les FARDC et le M23 et autres groupes armés. J'avais dit l'autre fois à un confrère, on était en train de changer, que cette mission et l'EAC doit être analysée, doit être évaluée. Et si la mission pour laquelle ils ont été contactés ou appelés, ils ne sont pas capables de remplir cette mission, alors c'est le moment de laisser la place à une autre. Alors vous donnerez quel bilan pour cette communauté? Non, mais jusque-là, ils étaient là pour que la paix, ils aident notre armée nationale à Est-ce que réellement ils aident l'armée congolaise? Est-ce que réellement... C'est ça la question, et cette question doit être répondue. Ils viennent de tenir une réunion là. Sommet à Bujumbura avec nous avons présenté par notre ministre Moussa Nyamwisi. Justement, et maintenant, quelles sont les retombées de cette réunion, de cette session? Et ce sont ces genres de choses qu'ils peuvent voir. Il ne faut pas seulement rappeler tout le monde, venez. Mais la SADC, c'est une bonne voie pour la RDC. On espère que la SADC ne fera pas comme l'EAC. On espère vraiment, mais après, je demanderai aux autorités, au ministre de la Défense, au gouvernement et autres, de bien analyser avant de faire venir cette force de SADC. Alors, on a parlé de tout ce qui se passe dans la partie est de la République Martinique, mais nous avons oublié quelque chose qui est l'état des sièges. Alors, l'état des sièges aujourd'hui, bafoué, cloué, on ne sait plus, est-ce qu'il
il y a toujours état de siège. Est-ce qu'il existe toujours? Oui, il y a toujours état de siège. Il faut pas se laisser. Ils sont beaucoup plus focus sur des troupes EAC, SADC. Il faut pas se laisser prendre ou se laisser piéger par le discours des opposants et autres. Il faut quand même reconnaître le bienfait de l'état de siège. C'est grâce à ça qu'on a pu remarquer, on a déniché, on a vu que il y a l'insécurité qui persiste toujours dans il y a de multiples arrêts et les multiples arrestations. Maintenant, là, vous allez voir quelqu'un qui s'est fait appeler honorable, qui s'est fait appeler notable du coin, mais qui est complice même on attend toujours la liste qui est notre le président de l'Assemblée nationale qui disait que non, il y a une liste pour les députés. Jusqu'à présent, on attend les noms, messieurs. Non, mais peut-être bien que toutes ces personnes qui se font arrêter là, ce sont des gens qui figurent sur la liste autrement annoncée. Non, mais il faut y aller doucement. Ce sont des affaires de l'État, c'est sensible. Il n'y a que prorogation de l'état de siège, mais jusqu'à on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il y a toujours état de siège? Parce que l'insécurité, et surtout nous avons oublié quand même l'ennemi qui est l'M23. Nous sommes beaucoup plus restés regarder tout ce qui est négociation EAC, Nations Unies, mais l'ennemi prépare. Vous êtes journaliste, moi je vous demanderais plutôt d'aller sur place. Je crois que je serai à Goma. Je serai à Goma. Je m'arrange pour être à Goma. Oui, il faut y aller sur place et voir si en réalité ce que nous disons ici à Kinshasa est réel. Moi, je venais d'être à Goma là. Okay. Toi, vous pensez y aller, mais moi j'étais à Goma. La ville est calme. La ville est calme. Il y a des gens qui prennent chaque soir une bouteille de bière. Il n'y a plus de bombardements dans des recoins, dans des cités. Justement, je pense qu'il faut y aller. Okay. Il faut reconnaître, il faut reconnaître le bienfait de l'état de siège qui nous a permis de voir qui sont ennemis et qui ne sont pas ennemis, qui nous a aussi permis d'identifier clairement les agresseurs, les ennemis de notre pays. Alors, la dernière question avant de boucler cette émission, Jean-Michel Lacroix est ici à Kinshasa, je crois bien, peut-être la semaine prochaine ou bien cette semaine, il sera déjà partant pour son pays respectif. Alors, si aujourd'hui la MONUSCO, bien les Nations Unies, la MONUSCO qui accompagne l'armée congolaise, trouve peut-être une négociation, un accord avec l'État congolais de rester longtemps dans la partie est de la démocratie du Congo pour aider l'armée congolaise, est-ce que cette opportunité ou bien cette idée sera peut-être validée par la population qui se retrouve dans la partie orientale et surtout avec des marches anti-MONUSCO? On a vécu l'année passée à Goma, à Ituri, dans la cité de Niania. Je pense que M. Yves, il ne faut pas parler de ça avec beaucoup de facilité. Il ne faut pas parler de cette situation avec beaucoup de légèreté. Parce qu'en écoutant le secrétaire général adjoint, il trouve déjà plus de solutions pour peut-être mais après, ils vont y rester pour faire quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ils vont y rester pour faire quoi? Et si cette mission est redéfinie, peut-être qu'ils auront cette occasion de rester. Parce qu'il ne faut pas rester seulement pour se taper de minerais, de voler et autres. Non, non. Il faut y rester, être à l'est de la RDC pour apporter des solutions aux problèmes, notamment aux problèmes sécuritaires et consorts. Donc, moi, je pense que s'il est porteur de solutions, je pense qu'ils vont vraiment bien discuter et négocier avec les autorités de notre pays. Et la population de l'Est, s'ils le savent que ces gens sont ici pour nous aider, pour nous protéger, je pense qu'ils n'auront plus à organiser des manifestations anti. Ce n'est pas important. Et autres. Donc, je pense que c'est important au niveau de parler haut et fort, de manifester leur mécontentement. C'est leur droit de manifester et aussi c'est une façon d'alerter les autorités de leur pays
Non, il ne faut pas On casser. a Ça, vu des casses, on a vu non, des non, ça, tueries. je n'encourage pas. Mais il faut manifester pour dénoncer. Il faut manifester pour alerter les autorités du pays de bien travailler, de bien trouver des solutions pour le gouverner. Alors, merci Voilà. beaucoup, Monsieur Laurent. Vous êtes au cadre de l'ASBEL Bissoïté nationale, mais aussi analyste politique congolais. Merci de répondre à notre invitation et surtout vos interventions sur des thématiques, transport en commun à Kinshasa, mais aussi l'arrivée ou bien la visite officielle du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, M. Jean-Michel Lacroix. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie pour cette invitation. Et on profite pour dire merci aux autorités du pays, notamment le président de la République, dans sa vision qui est remarquable. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plus de 4 millions d'enfants qui sont scolarisés grâce à la gratuité de l'enseignement. Il y a un problème aussi concernant la quantité et la qualité. Alors, oui, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Merci. Et nous saluons aussi l'autorité morale de Bissoïté, okay. Jean-Pierre Moulumba, qui est en plein travaux, qui réfléchit déjà comment mettre la main dans la pâte. On en parlera aussi sur l'ASBEL, la Bissoïté. Oui, oui. Nous sommes en plein année électorale, on ne sait pas est-ce que l'ASBEL... Oui, nous avons notre vision, nous avons notre projet, et d'ici là, on en parlera en long et à large. Ok. Sans parti pris. Sans parti pris, on va parler. Alors, merci beaucoup à la grande équipe technique. Réel plaisir de présenter cette émission. Merci à la communauté congolaise. Partout où vous êtes, vous nous suivez partout, en Amérique, en Océanie, en Afrique, mais aussi en Europe. Alors, un grand merci à M. Christian qui est à la régie, et à nos très chers téléspectateurs. Je vous retrouve très prochainement. Suite à ces dossiers, fléau, phénomène Koulouna, Kinshasa, situation qui se passe dans nos quartiers américains et arabes. Il y a des écrits concernant les Américains et les Arabes. J'ai fait des enquêtes, je crois bien, il y aura une émission spéciale ici, on en parlera concernant ces fléaux. Alors, à très bientôt.